leur intérêt pour nous réanimateurs. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Dans ces méthodes d'exploration de l'hémostase, j'ai des conflits d'intérêts avec un certain nombre de laboratoires, et notamment ceux qui produisent le TEG ou le ROTEM. Je travaille à l'IMIA et on a un laboratoire de thrombose expérimentale à l'INSERM, et je dois des diapositives à un certain nombre à Jacob Stensball, qui est un anesthésiste de Copenhague. Et puis tout spécialement pour cette présentation, là, vraiment à mon plus ancien conflit d'intérêts, mon père, et vous allez comprendre pourquoi. Quand on monitore l'hémostase en clinique, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation, le jugement clinique est prédominant. Effectivement, on est tous cliniciens, ça saigne pas. Le patient a, pourquoi pas, des pétéchies, un épistaxis, il y a du sang qui sort par la sonde d'intubation, par la sonde gastrique, dans la sonde vésicale. Vous essayez de poser une voie veineuse, vous avez tout de suite un œuf de pigeon, il faut comprimer, ce qui est bon, etc., etc. C'est important, puis ça peut être spectaculaire. Enfin, regardez ces photos-là de Jacob, c'est impressionnant, mais enfin, vous avez tous déjà vu ça. Mais c'est pas suffisant. C'est malheureusement pas suffisant. On ne peut pas faire l'économie de la clinique, mais on ne peut pas faire l'économie de la biologie non plus. Alors, le meilleur test, c'est la numération de plaquettes. Et ça reste vrai. La numération de plaquettes, c'est tout simple. Vous prenez un tube à bouchon violet, qui est plein de DTA, c'est de la poudre, donc même si vous gourrez en plus et vous ne le remplissez pas complètement, c'est pas très grave, ce qui n'est pas le cas des autres tubes. Et vous l'envoyez au laboratoire. Si l'automate le prend immédiatement, vous avez le résultat dans les 10 minutes. Ou dans les 5 minutes si le labo est sur le palier. Il n'y a pas de centrifugation, c'est en sang total en plus, donc ça vous renseigne sur le nombre des plaquettes, et c'est important d'être renseigné sur le nombre des plaquettes. Alors les autres tubes, c'est moins évident, parce que les autres tubes, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prélever? Alors déjà là, on va discuter pendant un quart d'heure, puis des fois on n'arrive pas à prélever, les patients n'ont pas tous une artère, ensuite on va transférer au laboratoire, ça prend de 1 minute à plusieurs heures, il y a des tubes qui sont toujours pas arrivés. Et ensuite, le laboratoire, il est occupé ou il n'est pas occupé. À la pitié, autrefois, pour les tubes urgents, on mettait un petit drapeau rouge sur les tubes urgents. Enfin, c'est pas très... Et donc, le laboratoire peut-être éventuellement mettre un signe sur votre tube qui est prioritaire. Ensuite, on va centrifuger. On peut centrifuger maintenant plutôt 10 minutes, mais il y a des laboratoires qui préfèrent encore centrifuger 25 minutes, parce que le TCA et le TP se font sur du plasma, pauvre en plaquettes et sans globules rouges. Ensuite, on va faire le test, il faut quand même le faire, le test, le mettre dans la machine, même si c'est automatisé. Puis ensuite, on va essayer de communiquer les résultats aux cliniciens, et là, c'est pareil, ça prend 1 minute à plusieurs jours. Donc c'est un peu difficile, vous avez tous vécu ça. Et à chaque étape, en plus, il y a un risque d'erreur, à chaque étape. Dans la décision, vous n'avez pas choisi le bon test. Dans le prélèvement, vous avez mis le premier tube d'hémostase. Ça, faut jamais faire ça. Il faut d'abord mettre le tube de NUM ou le tube de Yono. Et le tube d'hémostase, il est en deuxième position. Puis il faut bien le remplir. Vous avez 0,5 ml de citrate et il faut que vous mettiez 4,5 ml de sang. Sans ça, le test est faussé. Puis ensuite, le transfert au laboratoire. À Cochin, maintenant, on a un seul grand laboratoire, donc on se trompe plus trop. Mais dans les hôpitaux où il y a plusieurs laboratoires, évidemment, il y a toujours des erreurs. La centrifugation, voilà. Le test, les résultats, ça c'est extraordinaire. Et le mail n'a pas finalement beaucoup arrangé les choses. Alors c'est pour ça que les tests dits point of care au lit du malade ont un avenir. Enfin, ça fait quand même un certain temps qu'ils patinent. J'ai travaillé pour la première fois sur le Coagul-Shake en 1994. Donc certains d'entre nous étaient quasiment pas nés. C'était il y a 20 ans. Et le premier modèle de Coagul-Shake, c'était à cette époque-là. Et donc ça n'a pas beaucoup progressé. Mais on voit bien l'intérêt quand même. On voit bien l'intérêt. Et notamment le Coagul-Shake, donc maintenant c'est le modèle XS, mais il y en a d'autres appareils qui font le TP et le TCA à partir d'une simple goutte de sang que vous mettez sur une cartouche qui est chauffée à 36. On a publié en 2009, je crois, ce papier dans Thrombosis Hémostasis, et on avait montré que c'était bien corrélé au test de laboratoire, avec une petite variabilité, mais dans l'instant où vous êtes bien entraîné, si c'est fait très correctement, ces tests-là sont intéressants. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous? Pour ceux d'entre vous qui font du trauma, eh bien, il y a ces données de l'équipe de Karim Brohi, qui est un très très beau chirurgien de Londres. Je dis ça pour les filles, c'est un très très beau gosse. Et c'est les garçons aussi d'ailleurs. Et il avait bien montré qu'en fonction du ratio du temps de quick, c'est le temps du malade sur le temps du témoin, plus ce ratio était allongé, plus la mortalité augmentait.
et que le ratio, il y avait une corrélation en termes d'unité de concentré globulaire et de plasma, et l'allongement du ratio. Et puis aussi avec le base excess. Et le cut-off était à 1,2. C'est pas beaucoup, hein, ça fait 20% d'allongement. Et il y a des gens maintenant qui sont en train d'essayer d'utiliser le Coagulcheck et autres appareils, il y en a d'autres marques, dans les centres de trauma en disant si on est en dessous de 1,2, on n'a pas la coagulopathie du trauma. Si on est au-dessus, on l'a. Et c'est tout simple, parce que c'est à partir d'une goutte de sang. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que les autres tests dont je vais vous parler maintenant. Et c'est là qu'intervient la famille Samama, avec mon papa qui avait fait cet atlas de thromboélastographie, de thrombodynamo-graphie, en 1964. Ça, c'était donc il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Alors, le principe, il est simple. Le thromboélastogramme, c'est une toute petite cupule dans laquelle vous mettez du sang. Et puis, il y a un plongeur. La cupule ici, et le plongeur. Et la cupule, elle est animée d'un mouvement de 4 degrés 45 dans un sens et dans l'autre. Le sang n'a pas coagulé, donc le plongeur n'est pas entraîné. À partir du moment où les premiers filaments de fibrine se forment, le plongeur va commencer à se déplacer de plus en plus, et à la fin, il est symétrique des mouvements de la cupule, complètement. Et c'est ça le principe de la thromboélastographie, il faut juste un miroir, et on peut reconstituer ça électroniquement, c'est le principe du Rotem. Et on aboutit à un tracé comme ça. Ce n'est pas plein ici, c'est simplement que le tracé, il ne bouge pas, et puis petit à petit, c'est comme ça. Ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, et à la fin, vous avez un tracé complet. Alors, les appareils de thromboélastographie, c'est ceux qu'il y avait dans le laboratoire. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, quand le métro passait à Vaugirard, il fallait recommencer le thromboélastogramme. Il fallait développer ça dans un laboratoire. Tous les laboratoires d'analyse avaient un petit laboratoire photo, et c'était sur du papier photographique. Bon, maintenant, c'est Rotem et TEG, totalement informatisés. Ce sont les mêmes tracés, hein, c'est le même principe. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces trucs-là, c'est que je pourrais vous vendre, je sais pas moi, par exemple, la Société française d'anesthésie et réanimation, là, on va comme ça, avec des tracés de thromboélastographie. Regardez ce tracé. Vous avez un patient qui a un tracé qui est pathologique. Les normes, c'est le pointillé. Donc, on voit bien qu'on est en dehors des normes, notamment l'angle ici, on est très en dessous. Le tracé, c'est ça, hein, c'est ici et là. L'angle est très inférieur. Le TEG n'a même pas réussi à les mesurer, tellement le tracé est étroit et prolongé. Le patient, il a 37 000 plaquettes. On va simplement donner des plaquettes et monter la numération de plaquettes à 85 000, et voilà le tracé qu'on récupère. Formidable, non? Et vous dites, bah oui, c'est ce dont il avait besoin. Sauf qu'on ne sait pas du tout. On a normalisé le tracé, mais on n'a pas forcément normalisé le patient, et c'est bien tout le problème. Autre exemple, qui date aussi d'il y a une vingtaine d'années, mais qui est très parlant, mais en même temps, on n'est pas tellement sûr de savoir ce que ça veut dire. Voilà un patient de réanimation, c'est dans la réanimation de la Pitié, chez Jacques Rouby, avant une injection de 5 000 unités de fragmine. C'est un patient qui est en choc septique, qui est hypercoagulable, qui a 6 grammes de fibrinogène. Bon, il a de toute évidence un thromboélastogramme qui est hypercoagulable. Vous voyez que l'angle, il est ici, alors que la norme, elle est en pointillé là. L'amplitude, la norme, c'est ici, alors donc on voit bien que c'est plus important. On a cette espèce d'aspect de verre à cognac. Le temps de latence est beaucoup plus court, donc il y a une vraie hypercoagulabilité, puisque l'index vous dit plus 5,5, la normale étant moins 2, plus 2. Ça, c'est avant l'injection de fragmine. Une heure après, on a typiquement le tracé épariné, c'est-à-dire que l'angle est redevenu normal, l'amplitude reste importante, mais l'index est quasiment normal au bout d'une heure de fragmine chez ce patient septique. Au bout de 3 heures, ça marche encore la fragmine, 5000 unités. Au bout de 6 heures, ça marche déjà moins bien. Vous voyez que ça s'est raccourci, l'amplitude a encore augmenté et l'angle est en train de sortir de la norme. À 12 heures, on est revenu au point contrôle. Or, la fragmine, vous savez, une héparine de bas poids, on l'injecte une seule fois. Mais là, quand on voit ce tracé, on se dit, mais il faut faire 2 injections par jour. Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et là, on traite des images. Et à 24 heures, on a la même chose. Alors, on a maintenant des tas de moyens d'avoir plein d'aspects différents. Le TEG, on peut l'activer avec du kaolin et de l'héparinase, qui va bouffer l'héparine, rajouter du facteur tissulaire et un antagoniste des plaquettes.
pour voir le fibrinogène fonctionnel. On peut faire le contraire pour avoir la numération de plaquettes. On peut faire un rapid tech qu'on a en quelques instants. Pour le rotem, c'est pareil. On a l'extème, l'eptème, le fiptème, l'aptème, etc. Donc tout ça, ça permet d'avoir une vue globale. On a 2 canaux ou 4 canaux selon les appareils. Alors, voilà un exemple à Copenhague. Le patient arrive à 6h01 et 10 minutes plus tard, vous avez une superbe image de fibrinolyse et vous savez déjà qu'il est en train de fibrinolyser. Bon. Il y a une équipe de Lyon qui avait beaucoup travaillé dans le trauma avec le docteur Levrat et l'équipe de Claude Négrier sur des thrombolastogrammes chez les polytraumatisés. Ils l'ont mis en place chez eux. Mais par exemple, chez eux, et moi je trouve que c'est malin et sage, le TEG ou le rotem, je crois que c'était un rotem, est situé au laboratoire. C'est pas le clinicien qui fait le rotem. Il y a beaucoup de gens en Autriche et en Allemagne qui sont des fous furieux du rotem, et voilà un papier extraordinaire de l'équipe de Herbert Schölschel, je crois que c'est à Innsbruck, c'est 131 patients polytraumatisés, qui sont inclus rétrospectivement dans une série où il y en a 1000. On ne sait pas très bien pourquoi ils ont choisi cela, mais enfin, peu importe. Et ils vont choisir l'administration de fibrinogène, de concentré de fibrinogène et de PPSB en fonction du rotem. Si le rotem est comme ci, on donne du fibrinogène. S'il est comme ça, on donne du PPSB. Et regardez bien. Sur les 131 patients, il y en a 123 qui vont recevoir du fibrinogène. Donc, le rotem est un appareil qui fait presque du fibrinogène. Et il y en a 83 qui vont recevoir du PPSB en dehors de toute évidence Bayes. 83. Il y en a 6 qui reçoivent du plasma. Vous le croyez, ça, hein? Des patients polytraumatisés, il n'y en a que 6 qui reçoivent du plasma. Moi, je connais très bien Herbert Schölschel, c'est pas un type malhonnête. Mais c'est la réalité. Donc c'est quand même intéressant, il se passe quand même quelque chose. Bon, c'est rétrospectif, c'est une mauvaise étude, etc., etc. Néanmoins paru dans un bon journal. Ça nous pose des questions. Et quand on voit ce que font les gens de Copenhague, eh bien, ils ont donc leur ressuscitation, comme ils l'appellent, goal directed, c'est-à-dire ils utilisent le TEG, et le TEG, il est à la banque du sang, je crois, ils ont le trauma center, ils ont la salle d'intervention, la réanimation, et puis le laboratoire standard, et ils ont plusieurs TEG à la banque du sang, et ils ont le tracé qui est affiché sur un écran. Donc c'est fait par le type de la banque du sang, donc c'est pas fait par le clinicien. Ça, je crois que c'est une mauvaise idée. Mais on a le tracé qui se développe pendant l'intervention ou pendant la réanimation. Et ça paraît malin. Mais en même temps, avec toujours les mêmes limites. Alors, depuis qu'ils font ça, ils ont une survie des patients qui est meilleure. Voilà. Mais là aussi, les choses ont changé. En 2002, on ne faisait pas pareil qu'en 2006. Donc peut-être qu'il y a un biais. Quand on va regarder la dernière analyse de la Cochrane, celle-là elle date de 2011, donc c'est assez récent, eh ben, elle n'est pas très favorable. Et elle vous dit que more research is needed et que globalement, on n'a pas d'argument pour vraiment utiliser le TEG ou le rotem pour diminuer la morbidité ou diminuer la mortalité dans l'hémorragie majeure. Dans l'hémorragie majeure, je ne parle pas de l'hypercoagulabilité. Et donc, pour l'instant, le fait qu'on suive une transfusion, une stratégie de transfusion avec ces appareils-là, peut-être que ça a un intérêt, mais on n'en est pas sûr. Il y a un papier de la même époque qui avait repris l'ensemble des études sur le sujet, et en prenant comme endpoint simplement la mortalité. Alors, ça ne fait pas beaucoup de patients, finalement. Vous voyez que ce sont des petites études. Il y a 776 participants au total. Puis avec un enseignement qui n'est pas énorme, mais il n'y a aucun impact sur la mortalité, sur la transfusion, sur le nombre de réinterventions chirurgicales, sur le temps pour l'extubation ou sur la durée à l'hôpital. Donc la conclusion, c'est que l'évidence, elle est faible. Donc vous voyez, on en parle beaucoup depuis des années de nouveaux procédés, etc. C'était le titre de la conférence. C'est pas si évident que ça. Et moi, je vous l'ai montré dès le début, j'ai un lien, j'allais dire, familial et passionnel avec cet appareil-là. Parce qu'on a eu un Lapitié il y a 20 ans, on a plusieurs rotems à Cochin, on les utilise, mais je suis toujours pas convaincu. Les avantages, c'est que ça parle beaucoup. On voit des tracés. On peut éventuellement savoir si le saignement, enfin en tout cas l'anomalie, vue sur le TEG est plutôt plaquettaire, en rapport avec le fibrinogène, est-ce que c'est une fibrinolyse, est-ce qu'il y a une hypercoagulabilité, ça vous ne la voyez pas sur les autres tracés. On a un gain de temps qui est faramineux, mais est-ce que c'est utile, je ne sais pas. C'est facile à utiliser dès l'instant où vous savez l'utiliser, mais attention, c'est facile oui et non.
À Bobigny, on avait mis en compétition une interne de pharmacie premier semestre, avec une chef de clinique d'anesthésie et réanimation, deuxième année, un rotem au laboratoire, un rotem au bloc opératoire, et on a envoyé un tube de sang, c'était de la chirurgie réglée, pour chacune. L'interne de pharmacie premier semestre était toujours meilleur que la chef de clinique d'anesthésie et réanimation, parce que on n'est pas biologiste. Et que les contrôles de qualité, l'interne de pharmacie, elle sait ce que c'est. Voilà. Mais il y a des papiers qui montrent une réduction de la transfusion. Mais il y a des limites. Les limites, c'est que ce n'est pas validé pour l'instant par la Société internationale de transfusion et hémostase. Il y a une pression industrielle faramineuse pour utiliser le RODEM pour prescrire du fibrinogène. Et il y a des espèces de joint venture entre les labos, et ça c'est quand même gênant, ou du PPSB. Pour les plaquettes, globalement, il faut dire la vérité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur les fonctions plaquettaires. Et puis, c'est pas bien corrélé aux tests de coagulation, qui en même temps, eux, sont très mauvais. Donc, est-ce qu'on a besoin de se corréler à des très mauvais tests? On a besoin d'aller plus loin. Alors, il y en a qui les ont comparés. Vous pouvez lire l'article, c'est dans l'Anesthésia en 2009. Bon, je vous dirai pas lequel, parce que de toute façon, il y en a même pas vraiment un qui gagne dans ce papier-là. Alors, la validation, elle avance quand même. Il y a des études maintenant dans des journaux d'hémostase, Blood Coagulation Fibrinolysis, dans le journal officiel de l'ISTH, c'est le Journal of Thrombosis and Hemostasis, et ce sont des vraies équipes d'hémostase. Et ça commence à bouger, parce que quand on regardait entre mars 97 et 2002, qu'on tapait thromboélastographie dans PubMed, le journal officiel de la Société internationale d'hémostase, c'était Thrombosis et Hémostasis, il y avait 180 références, et il n'y en avait que 14 dans des journaux d'hématologie, dont 3 dans Thrombosis et Hémostasis. Donc ça vous donne une idée de l'intérêt des biologistes à cette époque-là. Et puis on avance, entre 2003 et 2007, on est passé à 250 références. Entre 2007 et 2010, c'est 400 références, et la dernière étude que j'ai faite, c'est 630 références, dont un paquet dans le JTH, mais aussi dans Blood et dans le British Journal of Hematology. Donc les biologistes s'y intéressent. Et non seulement ils s'y intéressent, mais la Société internationale d'hémostase, ça c'est son secrétaire, a donné son accord pour qu'on crée un working group on périopérative thrombosis et hémostasis, et une des fonctions de ce working group qui va se réunir pour la première fois au mois de juillet prochain, ça sera d'évaluer ces méthodes-là, et peut-être que les biologistes donneront un feu vert, ou pas de feu vert d'ailleurs, on n'en sait rien. Alors, les recommandations de la Société européenne d'anesthésiologie, l'ISC, sur Management of Severe Perioperative Bleeding, et les recommandations conjointes faites avec les IGM, dirigées par Donald Spahn et Rolf Rossin, sur la prise en charge du saignement et de la coagulopathie du trauma majeur, citent le TEG. On vous dit là que pour le management de la coagulation, par exemple, Rotem ou TEG sont utilisés. Et on recommande donc ou bien une concentration plasmatique de fibrinogène faite au laboratoire, ou bien un Rotem et un TEG. Bon, c'est une recommandation de grade 1C, donc c'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que la littérature est pas bonne, mais on le recommande. Je recommande. Grade 1. Grade 2, c'est je suggère. Les recommandations sur le trauma, là c'est pareil. Aussi, on peut répéter les doses en étant guidé par des méthodes viscoélastiques. L'évaluation du statut de la coagulation, les algorithmes de transfusion, Point of Care Coagulation Monitoring Assay, c'est un C. Et il parle uniquement du TEG, pas du CoagulCheck. Donc, moi, pour l'instant, je suis vraiment à 50-50. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la génération de thrombine. Ça tombe bien, Patrick en a parlé tout à l'heure. Donc, il vous a expliqué qu'il y a d'abord ici un temps de latence. C'est pas un test qu'on fait Point of Care, ni même au laboratoire standard. C'est un test de recherche. Et ensuite, il y a l'explosion de la génération de thrombine, et ensuite les inhibiteurs font leur travail. Donc on a le lag time ici, le pic là, et puis la quantité de thrombine formée, qui est la surface sous la courbe. Alors vous remarquez tout de suite que quand vous demandez un TP, un temps de quick, c'est 12 secondes, et même quand il est allongé, ou très allongé, c'est 20 secondes ou 25 secondes. Quand vous faites un TCA, c'est 35 secondes, 40 secondes, et quand il est allongé, ça peut aller jusqu'à 120, 200. Ok, mais là on n'est pas là. Là, on est à 40 minutes. 40 minutes. Et le TEG que je vous ai montré, il se passe au début. Au début. Alors, le schéma de l'hémostase moderne, c'est celui-là. C'est plus le Y, c'est fini le Y. Le schéma de l'hémostase moderne, il comprend la plaquette. Et c'est à la surface de la membrane plaquettaire qu'il se passe des choses pour qu'à partir d'une molécule de thrombine formée ici, on en génère 1000 ici.
Alors ça se passe comment? Bien, il y a une phase d'initiation avec un stimulus, l'expression du facteur tissulaire et la transformation du 7 en 7A. Ce complexe-là, à la surface d'une cellule immunocompétente, va faciliter la transformation du 10 en 10A, et donc la génération de thrombine. On passe de la prothrombine à la thrombine. Et puis on va aussi transformer du 9 en 9A. Et cette phase d'initiation, elle se passe ici. Mais vous voyez qu'elle se termine à 5 minutes, heure à laquelle votre TCA et votre TP, ils ont coagulé, mais depuis longtemps, longtemps. Parce qu'ils ont été faits d'abord en plasma sans plaquettes. Hein, le TGT, il peut se faire en plasma pauvre en plaquettes et en plasma riche en plaquettes, mais surtout, il va regarder la quantité de thrombine. Les tests dont on vient de parler, TP-TCA, c'est très artificiel. On a éliminé les globules rouges, on a éliminé les plaquettes, on fait du plasma, on rajoute des phospholipides pour le TCA, ou on rajoute de la thromboplastine cérébrale pour le TP, et on rajoute du calcium pour faire démarrer la réaction. On est vachement loin de la réalité. Et en tout cas, ils explorent cette phase-là où il ne se passe rien. Et le TEG, c'est un peu la même chose, malheureusement. C'est vraiment au début. Après ça, la génération de thrombine ici, petite quantité, va transformer le 8 en 8A, le 5 en 5A, le 11 en 11A, et va activer la plaquette. Parce que sur le schéma précédent, les plus anciens d'entre vous, il y en a quelques-uns dans la salle, qui avaient appris le Y, il n'y avait pas la plaquette. Sur le schéma de l'hémostase, il n'y avait pas la plaquette. La plaquette, elle est fondamentale. Et donc, on a besoin de la plaquette activée. Et là, on est dans la phase d'amplification qui commence ici. Et la boucle va se boucler et on va, avec la surface membranaire plaquettaire, produire des quantités industrielles de thrombine. À partir d'une molécule, ici on en produit 1000. Et donc on a l'explosion de thrombine à ce moment-là. Mais le TEG, il s'est arrêté depuis longtemps. Et le TCA-TP, on n'en parle même pas. Donc, et ce sera ma dernière diapositive, bien sûr, ce ne sont pas des tests de routine, mais je me demande quand même si on ne pourrait pas le miniaturiser, et c'est en cours, si ce n'est pas quelque chose qui un jour prendra le relais du ROTEM et du TEG, parce que quelque part, ça explore beaucoup mieux la coagulation. Le meilleur test, je vous le rappelle, pour l'instant le plus rapide, c'est la numération de plaquettes. Bien sûr que les tests instantanés sont intéressants, d'accord. Peut-être que le PT ratio avec le coagul-check ou l'INR ratio sont intéressants si c'est supérieur à 1,2, peut-être. Est-ce qu'il faut faire de la goal-directed therapy avec le ROTEM et le TEG? Ça doit être confirmé parce que c'est trop beau pour être vrai. Les recommandations sont faibles. Il faut sûrement s'intéresser à la génération de thrombine et il faut attendre que nos collègues biologistes nous donnent leur feu vert. Je vous remercie.